Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le domaine de la technologie. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé un projet de loi interdisant la censure aux grandes entreprises technologiques dans son État. Cela fait de la Floride le premier État de l'Union à promulguer de telles lois. Ron DeSantis a dit que cette réforme donne à chaque Floridien le pouvoir de se défendre contre les grandes entreprises technologiques. Les Floridiens qui sont retirés des plateformes pourront poursuivre les grandes entreprises technologiques pour avoir violé cette loi. En vertu de cette nouvelle loi, les tribunaux peuvent accorder jusqu'à 100 000 $ de dommages monétaires pour chaque réclamation prouvée. Monsieur DeSantis affirme que le projet de loi protège les Floridiens de tous les jours et pas seulement les élites ou les célébrités. Il ajoute que nous avons maintenant une situation dans laquelle ces entreprises massives de la Silicon Valley exerce un pouvoir sur notre population et qu'il n'y a vraiment aucun précédent dans l'histoire américaine. Il ajoute, je dirais, les monopoles d'aujourd'hui, ces grands monopoles technologiques, exercent une influence bien plus grande sur notre société que les monopoles du début du XXe siècle. Monsieur DeSantis explique que parmi les contenus que les grandes entreprises technologiques censurent le plus, on retrouve le plus souvent les débats sur les origines du virus, l'efficacité des mesures de confinement en cas de pandémie, et il explique que les grandes entreprises technologiques pénalisent le plus souvent les personnes qui suggèrent que le virus pourrait avoir fui du laboratoire de Wuhan. Et il poursuit en disant, je cite, « Mais vous vous rappelez que l'année dernière, lorsque les personnes soulevaient cette question comme devant faire l'objet d'une enquête, elles étaient censurées pour avoir parlé de la théorie de la fuite du laboratoire. Ils ont été censurés pour avoir dit cela. Maintenant, même Fauci admet que cela peut être quelque chose qui est le cas. Vont-ils maintenant censurer Fauci, qui dit que nous avons maintenant des informations suggérant que le virus pourrait très bien avoir fui des laboratoires de Wuhan ?» Afin d'empêcher les grandes entreprises technologiques d'interférer dans les élections, la nouvelle loi permet également à l'État d'infliger une amende de 250 000 $ par jour aux sociétés de médias sociaux qui retirent de leur plateforme des candidats politiques au niveau de l'État. Et le procureur général de Floride peut lui-même intenter une action contre les grandes entreprises technologiques si elles violent cette loi. DeSantis croit que d'autres États suivront l'exemple, affirmant que ça ne fait que commencer. Ça a commencé en Floride, mais ça ne se terminera pas en Floride. Fin de citation. Et cela intervient alors que le commissaire fédéral aux communications, Brandon Kerr, a une nouvelle proposition visant justement les grandes entreprises technologiques. Il déclare que les grandes entreprises technologiques ont profité d'un tour gratuit sur notre infrastructure Internet tout en faisant supporter aux Américains ordinaires des milliards de dollars de coûts. Il est temps, selon lui, de mettre fin à cet accord de faveur et de forcer Big Tech à payer sa juste part. Il note que Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+, et Microsoft représentent 75% du trafic total sur les réseaux à large bande. Et ces coûts sont liés à l'ajout de capacité ou au soutien de la prestation de ces services de streaming. Il suggère que mettre fin à cette aide aux entreprises est plus que juste, ajoutant que historiquement, les entreprises qui tiraient le plus grand bénéfice d'un réseau de communication payer la part du lion des coûts. Il demande à ces géants du streaming de payer un montant équitable. Pour cela, il présente plusieurs options, notant que pour la première, le Congrès devrait promulguer une législation qui garantisse que les grandes entreprises technologiques contribuent à un montant équitable. Une telle mesure serait opportune, compte tenu des discussions en cours au Congrès sur le financement de la partie large bande d'un ensemble plus large d'infrastructures. Selon lui, mettre fin à la gratuité de l'Internet pour les grandes entreprises technologiques représenterait un retour attendu depuis longtemps à l'accord historique selon lequel les entreprises qui bénéficient d'un réseau payent leur juste part pour celui-ci. Quant au peuple américain, il affirme que ce changement réduirait les factures mensuelles de millions d'Américains, ajoutant que le résultat final permettrait aux entreprises et aux consommateurs de prospérer. Pour en revenir à l'État ensoleillé, la Floride rejoint la liste croissante des États qui mettent fin à l'indemnisation fédérale hebdomadaire de 300 $ pour le chômage en cas de pandémie. La Floride est désormais le 23e État à renoncer à l'allocation chômage. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à encourager les gens à reprendre le travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'économie florissante.
L'Agence pour l'emploi de l'État a fait l'annonce suivante. À partir du 27 juin, la Floride met fin à sa participation au programme de paiement supplémentaire hebdomadaire de 300 $ dans le cadre de l'initiative Retour au travail. Les autres États qui prévoient de mettre fin à l'aide au chômage sont les suivants, donc l'Alabama, l'Alaska, l'Arizona, l'Arkansas, la Floride, la Géorgie, l'Idaho, l'Indiana, l'Iowa, le Mississippi, le Missouri, Montana, New Hampshire, Dakota du Nord, l'Ohio, l'Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, Texas, l'Utah, la Virginie occidentale. 19 de ces États prévoient également de se retirer des autres programmes fédéraux de prestations de chômage. Cette décision fait suite au rapport d'avril sur l'emploi qui a été très décevant puisque l'on s'attendait à ce qu'il dépasse le million d'emplois, mais le chiffre réel n'a été que de 266 000 emplois. Et beaucoup notent que la dernière fois que le rapport sur l'emploi était aussi mauvais datait d'il y a 23 ans, en 1998. La Chambre de commerce américaine a déclaré à l'époque que le gouvernement fédéral devrait mettre fin à l'aide aux chômeurs d'un montant de 300 $ par semaine afin d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre. Ces paiements sont prévus jusqu'en septembre en principe. Avant de quitter l'État du Soleil, le gouverneur de Floride, M. DeSantis, a été l'un des premiers à prendre une position ferme contre les passeports dits vaccinaux. Il a d'abord publié un décret début avril, puis signé une loi en mai pour interdire les passeports vaccinaux. Plusieurs États lui ont emboîté le pas. Les derniers États à avoir rejoint le mouvement sont l'Iowa, l'Alabama. Les deux gouverneurs, Kim Reynolds, gouverneur de l'Iowa, et Kay Ivey, gouverneur de l'Alabama, ont signé des projets de loi. Les deux lois sont similaires, elles interdisent toutes deux aux organismes d'État de délivrer des pièces d'identité sur lesquelles figure le carnet de vaccination personnel, ajoutant qu'aucune entreprise ou entité gouvernementale ne doit exiger une preuve de vaccination pour fournir une admission ou un service. Les autres États qui prennent des mesures similaires sont le Texas, Idaho, l'Arizona, Dakota du Sud, Montana, la Caroline du Sud, le Wyoming, l'Utah, l'Arkansas et le Dakota du Nord ont quant à eux adopté des projets de loi sur la question. Les passeports vaccinaux ont été critiqués par des groupes de défense de liberté civile qui estiment qu'elles violent les droits à la vie privée des Américains tout en refusant des services essentiels aux personnes non vaccinées. La Maison-Blanche a déclaré que l'administration Biden était opposée à l'instauration des passeports vaccinaux au niveau fédéral, mais l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l'administration travaillait à l'élaboration de directives pour les entreprises privées concernant l'utilisation de tels systèmes. Et le gouverneur du Michigan a quant à lui choisi une autre voie. Le département de la santé du Michigan a publié une nouvelle ordonnance qui n'inclut pas la règle interdisant aux groupes de plus de 6 personnes de s'asseoir ensemble dans les restaurants et les bars. Cette décision intervient 2 jours après que la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a été surprise en train de violer elle-même cette restriction. Madame Whitmer a déclaré avoir commis une erreur lorsqu'elle s'est réunie avec une douzaine d'autres personnes au cours du week-end dans un bar bondé de la capitale du Michigan. Elle a donc enfreint la règle de l'État sur les rassemblements en intérieur. La gouverneure a également déclaré qu'elle ne pensait pas que le bar où elle avait enfreint les règles de l'État devait être condamné à une amende par les autorités. Le directeur exécutif du Michigan Racing Action a déclaré à The Epoch Times que Mme Whitmer devait annuler les interdictions et rembourser les amendes payées par les personnes et les entreprises accusées d'avoir violé les restrictions liées à la pandémie. Alors que de plus en plus d'États s'opposent aux passeports vaccinaux, l'Oregon devient le premier État à exiger une preuve de vaccination pour pouvoir entrer sans masque. L'autorité sanitaire de l'État exige que les personnes souhaitant entrer sans masque dans les lieux de travail, les entreprises et les sites religieux présentent d'abord une preuve de vaccination. Cette mesure a été prise après que le CDC a supprimé les restrictions relatives aux masques. L'agence a déclaré dans un communiqué que les entreprises, les employeurs et les institutions religieuses qui le font doivent avoir une politique en place pour vérifier le statut vaccinal de toute personne avant qu'elle n'entre dans leur établissement. Les entreprises, les employeurs et les institutions religieuses qui ne mettent pas en place de telles politiques conserveront les mêmes directives de masquage énumérées ci-dessous. Et ce, quel que soit le statut vaccinal de la personne. Mais un porte-parole, Nathaniel Brown, du groupe d'affaires d'Oregon Business and Industry, a soulevé des inquiétudes. Il a déclaré au New York Times qu'ils ont de sérieuses inquiétudes quant à l'aspect pratique de demander aux propriétaires et aux travailleurs des entreprises
d'être des agents d'exécution. Ajoutant que nous entendons des détaillants et des petites entreprises qui craignent de mettre leurs travailleurs en première ligne dans une position potentiellement intenable face aux clients. Cela soulève également des inquiétudes pour ceux qui ne veulent pas porter de masque ou se faire vacciner. Cela est dû à un certain nombre de préoccupations, notamment sur la sécurité, les effets secondaires, l'efficacité, la méfiance à l'égard des sociétés pharmaceutiques et l'absence d'approbation complète par la FDA. Et parmi ces nombreuses préoccupations, des rapports sur les problèmes cardiaques chez les jeunes après la prise. Le Connecticut a signalé 18 cas d'une affection cardiaque appelée myocardite. Tous ont nécessité une hospitalisation. La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque. Selon la clinique Mayo, les symptômes comprennent des douleurs au niveau du thorax, un rythme cardiaque anormal et un essoufflement. Le commissaire à la santé par intérim, le Dr Dreidre Gifford, a déclaré aux journalistes que les cas étaient rares et légers. Aucun autre État ne semble avoir signalé publiquement des cas similaires pour le moment. Le Salem Statement Journal a rapporté que l'autorité sanitaire de l'Oregon a informé les prestataires de soins de santé dans une notification du 20 mai qu'au moins 6 cas de myocardite avaient été enregistrés dans l'État à la suite d'une vaccination. Le CDC indique qu'il enquête sur les rapports concernant cette maladie. Le groupe de travail sur la sécurité des vaccins du CDC indique qu'au 25 mai, il avait reçu 155 rapports concernant des myocardites chez les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19. Le groupe dit avoir conclu qu'il y a relativement peu de cas de myocardite à ce jour et que les cas se produisent principalement chez les adolescents et les jeunes adultes dans les 4 jours suivant la vaccination, ajoutant que la plupart des cas semblent être bénins. De leur côté, Pfizer et Moderna ont déclaré tous deux être au courant de ces rapports. Moderna continue pourtant à annoncer que son vaccin est efficace à 100% chez les enfants. Cette annonce fait suite à celle de Pfizer. Fin mars, Pfizer a déclaré qu'un essai avait montré que son vaccin était sûr pour les enfants dès 12 ans. Pour rappel, le 10 mai, la FDA a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin de Pfizer aux enfants âgés de 12 à 15 ans. Les derniers chiffres montrent qu'environ 88 000 enfants de cette tranche d'âge ont déjà reçu 2 vaccins Pfizer, 2,1 millions d'autres ont reçu une seule dose du vaccin. Voilà, croisez des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.